Ce journal ne contient aucune histoire et aucune aventure intéressante. Ayant fait au printemps dernier une petite croisière sur les côtes de la Méditerranée, je me suis amusé à écrire chaque jour ce que j'ai vu et ce que j'ai pensé. En somme, j'ai vu de l'eau, du soleil, des nuages et des roches. Je ne puis raconter autre chose. Et j'ai simplement, comme on pense quand le flot vous berce, vous engourdit et vous promène. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'est pas à la bonne place. Autant, monsieur. Quel vent? Vent de terre. C'est bien, j'arrive. Ah non, mais c'est pas le vent de terre, c'est le vent d'ouest. Mais non, le vent de terre. Dis pas ça, tu vas le froisser. Sacristi, je dis ce que je dis. Mais c'est ça, tu vas me le mettre à la mer encore une fois. Mais. Bigre, sa musique, ça va le faire couler. Ça le chahute beaucoup trop tous ces vents d'esprit. Oui, bah peut-être, mais en attendant, il faut qu'on trouve un moyen de le ramener à Cannes. Et bah, il perd le cap, il perd la boussole, il perd le baromètre, il perd tout le patron. Bah évitons qu'il perde la tête. Tu me souffles quand même beaucoup de malheur, arrête ça. Hein. C'est les courants d'air, ça me donne froid dans le dos. Attends, messieurs, quel vent, monsieur? Je dirais un vent d'ouest. Non, vent d'air. Très bien, j'arrive. Tu sais. Mon vent d'est, tantôt. Je croirais plutôt à un vent d'ouest. Autant, monsieur. Quel vent? Vent de terre. C'est bien, j'arrive. Ah non, c'est pas le vent de terre, c'est le vent d'ouest. Mais non, le vent de terre. Ne dis pas ça, tu vas le froisser. Sacristi, je dis ce que je dis. Ah, mais c'est ça, tu vas me le mettre à la mer encore une fois. Bigre, sa musique, ça va le faire couler. Ça le chahute beaucoup trop tous ces vents d'esprit. Bah, peut-être, mais en attendant, faut qu'on trouve un moyen de le ramener à Cannes. Mais bah, il perd le cap, il perd la boussole, il perd le baromètre, il perd tout là, le patron. Oui, bah évitons au moins qu'il perde la tête. Hein? Suffit maintenant. C'est les courants d'air, ça me donne froid dans le dos. C'est à cause du vent d'ouest. Tout ça, c'est le vent d'ouest. Mais non, le vent d'est. Le vent d'ouest. Le vent Le d'est. vent d'ouest. Oh, le vent de terre, donc le vent d'est. Bon, ça suffit maintenant, passe-moi l'escabeau là. Au lieu de souffler de travers, hein? Faut que j'aille à sa hauteur. Faut que je le réveille. Faut que je le réveille. Voilà. Attention. Appareille-toi, ça souffle quand même là. Faut pas que tu tombes. Ah, Bigre, tu vas lâcher tes bouts de malheur, ça suffit là, hein? Il dort. Ah, il dort. Peut-être plus fort, réveille-le. Monsieur! Plus fort. Beau temps, monsieur! Tu te réveilles. Beau temps, monsieur! Beau temps, monsieur!
temps, monsieur. Autant, monsieur. Quel vent? Vent de terre. C'est bien, j'arrive. Attention. Beau temps, monsieur. Et quel vent? C'est bien. J'arrive. Bernard, prenez la barre. Je vais regarder se lever le soleil. La brise plus fraîche nous fait courir sur l'onde frémissante et violette. Quel personnage le vent pour les marins! Beau temps, monsieur. Quel vent? Vent de terre. C'est bien, j'arrive. Nous aurons vent d'est tantôt. Je croirais plutôt à un vent d'ouest. Ah non, vent d'est, je te dis. Le patron est maigre, souple, remarquablement propre. Il est soigneux et prudent. Il a le regard bon et la voix bonne. C'est un dévoué et un franc. Mais tout l'inquiète en mer. La houle rencontrée soudain et qui annonce une bourrasque au loin. Le baromètre qui monte et qui annonce une brise à l'est. Monsieur! Sacristi! Nous marchons bien! Sacristi, monsieur. Nous marchons bien, non? Sacristi, messieurs, nous marchons bien. Le brick a de l'air là-bas, regardez. Tout là-bas, en effet, en face d'Aguet, un brick vient vers nous. Je vois très bien avec la jumelle ses voiles rondes pleines de vent. Ah, c'est le courant d'Aguet! Monsieur! Il fait calme sur le cap Roux. Cause toujours, nous aurons du vent d'ouest. Je me penche dans le salon pour observer le baromètre. Il a baissé depuis une demi-heure. Il sent le vent d'ouest, monsieur. C'est fait. Ma curiosité s'éveille. Cette curiosité particulière aux voyageurs de la mer qui fait qu'on voit tout, qu'on observe tout, qu'on se passionne pour la moindre chose. Je regarde la couleur de la mer à l'horizon. Elle demeure toujours claire, vernie et luisante. S'il y a du vent, il est encore loin. Mais non, le voilà, monsieur. Là-bas. Monsieur! On fixe là-bas! Là-bas, tout là-bas, au loin dans l'horizon, une ligne d'un bleu noir s'allonge sur l'eau. Ce n'est rien. Une nuance, une ombre imperceptible, c'est lui. Maintenant, nous l'attendons, immobile sous la chaleur du soleil. Pigre, 8 heures! Il est tôt pour le vent d'ouest. Ouais, il soufflera dur après-midi. Monsieur, regardez, regardez, regardez! Regardez devant! Du vent d'est, bigre. Bigre, non. Mais monsieur, l'écueil! Regardez, regardez l'écueil! Oui, c'est sur cet écueil, bizarre et en pleine mer, que fut enseveli et caché pendant 5 ans le corps de Paganini. L'aventure est digne de cet artiste génial et macabre qu'on disait possédé du diable. Et à présent tout blanc, écumeux et bruyant. Un moine. Un homme, d'un souverain tout-puissant, Tantôt terrible, tantôt bienveillant. C'est de lui qu'on s'entretient le plus, et c'est à lui qu'on pense sans cesse, le long des jours et des nuits. Vous nous connaissez point, nous les gens de cette terre. Nous autres, nous le connaissons mieux que notre père, mieux que notre mère. Ce terrible
Cet invisible, Ce capricieux, ce sournois, ce traître, ce féroce. Nous l'aimons et nous le redoutons. Nous savons ses malices et ses colères. il nous force à songer à lui à toute minute, à toute seconde, car la lutte entre lui et nous ne s'interrompt jamais. Tout notre être est en éveil pour cette bataille. L'œil qui cherche à surprendre d'insaisissables événements, l'esprit qui reconnaît son humeur, qui prévoit ses surprises, qui juge s'il est calme ou fantasque. Aucun ennemi, aucune femme ne nous donne la sensation d'un combat comme lui, ne nous force à tant de prévoyance, car il est le maître De l'amertume. Celui qu'on peut éviter, qu'on peut utiliser, qu'on peut fuir, mais qu'on ne dompte jamais. Et dans l'âme du marin règne, comme chez les croyants, l'idée. Déjà, les amarres de poste avaient été larguées, et les deux hommes allant sur la chaîne amenèrent le Yoda pique sur son ancre. Ils hissèrent la grande voile qui s'éleva lentement avec la plainte monotone des boulis et de la mâture. Elle monta, large et pâle, dans la nuit, cachant le ciel et les astres, agitée déjà par les souffles du vent. Beau temps, monsieur. Beau temps, messieurs. Quel vent! Vent de terre. C'est bien, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'est pas à la bonne place. Voilà, sur le rocher, dans les pas comme ça. Sinon, le vent de terre va le faire tomber. Ici, là-bas, c'est mieux. Hein? Tu vois? Vous voyez aussi? Là, c'est mieux. Non. C'est mieux. C'est le calme doux et chaud d'un matin de printemps dans le midi. Et déjà j'ai l'impression d'avoir quitté depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années les gens qui parlent et qui s'agitent. Je sens entrer en moi l'ivresse d'être seul. L'ivresse douce du repos que rien ne troublera, ni la lettre blanche, ni la dépêche bleue, ni le timbre de ma porte, ni l'aboiement de mon chien. On ne peut m'appeler, m'inviter, m'emmener, m'opprimer avec des sourires, me harceler de politesse. Je suis seul, vraiment libre. Elle court la fumée du train sur le rivage. La lame se creuse, s'espace et moutonne. Et le vent siffle rageur par bourrasque. Un vent de menace qui crie. Prenez garde! Nous serons obligés d'aller coucher à Cannes ce soir. Dis Bernard. Et au bout d'une demi-heure, dit... Non, une bonne heure plutôt, dit Raymond. En effet, il fallut... Amener le grand phoque et le remplacer par la seconde en prenant un riz dans la voile, puis un quart d'heure plus tard nous prenions un second riz. Oui, c'est bon, on connaît la chanson. Asseyez-vous. Quand on songe, oui là, quand on songe, on s'assoit. Allez, asseyez-vous, monsieur. Vous êtes tout blanc, comme la rate qui est blanche d'écume. Et en effet, Alors il je fallut... me décide à me diriger vers le port de Cannes. Port dangereux que rien n'abrite. Rade, ouverte à la mer du sud-ouest qui met tous les navires en danger. Quand on songe aux sommes considérables qu'amèneraient dans cette ville les hôtes étrangers s'ils y trouvaient un abri sûr, on comprend combien est puissante l'indolence des gens du Midi, qui n'ont point eu de l'État ces travaux nécessaires. À 10 heures. Au bout d'une... À 10 heures, nous jetterons l'ancre en face du vapeur le canoë et je descends à terre. Je suis désolé de ce voyage interrompu. C'est sur cet écueil bizarre en plein air que fut enseveli et caché pendant 5 ans le corps de Paganini. L'aventure est digne de la vie de cet artiste génial et macabre qu'on disait possédé du diable, si étrange d'allure, de corps et de visage, dont le talent surhumain et la maigreur prodigieuse firent de lui un être de légende, une espèce de personnage d'Hoffmann. Comme il retournait à Gênes, sa patrie, accompagné de son fils qui lui seul maintenant pouvait l'entendre tant sa voix était devenue faible, il mourut à Nice du choléra le 27 mai 1840. Donc, son fils embarqua sur un navire le cadavre de son père et se dirigea vers l'Italie. Mais le clergé génois refusa la sépulture à ce démoniaque. La cour de Rome consultée, elle, ne donna pas son autorisation.
On allait cependant débarquer le corps lorsque la municipalité s'y opposa sous prétexte que l'artiste était mort du choléra. Gênes était alors ravagée par une épidémie de ces mâles, mais on argua que la présence de ce nouveau cadavre pouvait aggraver le fléau. Le fils de Paganini revint alors à Marseille, où on ne le laissa pas entrer dans le port pour les mêmes raisons. Il retourna alors à Cannes, où il ne put pénétrer non plus. Il restait donc en mer, berçant sur la vague le cadavre de ce grand artiste bizarre que les hommes repoussaient de partout. Il savait plus que faire, où aller, où porter ce mort chéri pour lui, quand il vit cette roche nue de sang féréole au milieu des flots. Il y fit débarquer le cercueil, qui fut enfoui au milieu de l'îlot. Et c'est seulement en 1845 qu'il revint avec 2 amis chercher les restes de son père pour les ramener à Gênes, à la Villa Gagiona. N'aimerait-on pas mieux que l'extraordinaire violoniste fût demeuré sur l'écueil hérissé où chantent les vagues dans les étranges découpures du roc? Moi, je flotte dans un logis ailé qui se balance, joli comme un oiseau, petit comme un nid, plus doux qu'un hamac qui erre sur l'eau, au gré du vent, sans tenir à rien. J'ai pour me servir et me promener 2 matelots qui m'obéissent, quelques livres à lire et des vivres pour 15 jours. 15 jours sans parler. Quelle joie!